Bonjour Michel Sardou, quel plaisir de vous accueillir sur TV5 Monde pour cette tournée exceptionnelle, ce succès phénoménal au Canada, bientôt au Liban et puis partout en France, encore l'Olympia, partout le triomphe de ces grands moments. Ce sont autant de chansons, oui, des chansons, finalement des moments, vous dites. Oui, nous avons tous ça. Je pense que notre vie, pas seulement mes chansons, d'ailleurs les chansons de tout le monde, toutes les chansons correspondent à certains moments de notre vie, de notre âge, de notre époque. Moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple parmi d'autres, mais les chariots de feu, par exemple, c'est une merveilleuse histoire, un merveilleux souvenir que j'ai à Los Angeles. Et c'était à l'époque Vangelis qui nous jouait, c'était la musique à la mode à l'époque, le grand tube, c'était les chariots de feu. Ouais. Les chansons ont toujours marqué votre vie. Et pourtant, c'est par le théâtre que vous avez eu envie de faire du spectacle. Ah oui, j'ai voulu commencer. Mais d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent faire de la chanson un jour de quand même commencer par l'art dramatique, ça ne pourra pas leur faire de mal. Oui. Ça s'appelait Chacun sa vérité, la première pièce qui vous a donné envie de faire du spectacle. Oui, j'ai rencontré Jean Danet, pour lequel j'avais une immense admiration. Il était directeur d'un petit théâtre que j'adore, les Tréteaux de France. Et moi, j'avais 13 ans, je vais le voir. Et je lui dis, vous savez que je suis directeur de théâtre, monsieur. Il dit, ah bon, quel théâtre? Le théâtre de mon collège. Et j'aimerais vous engager, seulement voilà, j'ai pas beaucoup d'argent. Il me dit, ah, je vois que vous êtes un vrai directeur de théâtre. Une chanson dans le spectacle s'appelle Putain de temps. Oui. Parce que quand on regarde, vous avez dit, je crois une fois, le vrai succès, c'est de devenir un jour la nostalgie de demain. C'est ça, il faut, comment dirais-je, on va forcément être remplacé. Plein d'autres chanteurs vont venir avec beaucoup de talent et beaucoup de bonheur pour les autres, mais on a quand même, jusqu'à la fin de sa vie, on a nos chansons, nos chanteurs. Parce que petit, on écoutait ça, parce que à l'armée, on a été accompagné avec telle musique, on s'est marié, divorcé, que sais-je. Alors on garde avec nous la génération vieillie, avec nous, bien sûr. Bien que moi, je suis très surpris de voir des jeunes, très jeunes même dans la salle. Je dis, tiens, ils viennent voir peut-être à quoi ressemble le vieux, mais très sympathique. Mais c'est surtout ça, c'est une nostalgie de demain. C'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui, une chanson qui plaît aujourd'hui, va rappeler dans 10 ans, ah c'est vous qui chantiez ça, mais ah là là, à cette époque-là, j'ai rencontré une fille formidable ou j'ai perdu une fille extraordinaire. Écoutez quelques instants. D'accord. On cherche dans un livre les mots que l'on attend, de n'avoir pas su vivre sa vie au bon moment. On rencontre au hasard un témoin du passé et s'ouvre les armoires des sentiments blessés. Et on se rappelle encore aujourd'hui, Michel, l'avenue Hoche, la première audition, et on se dit, ces grands moments que vous chantez sur scène aujourd'hui, il y a eu un début, ça a commencé un jour. Ça commence toujours un jour et les débuts sont toujours difficiles, quelles que soient les périodes. C'est pas plus difficile aujourd'hui de débuter que c'était à mon époque ou 40 ans avant. Et ce sont des débuts bizarres parce que j'étais pas venu du tout pour ça. J'étais venu en fait pour montrer les chansons de quelqu'un d'autre, Michel Fugain pour ne pas le nommer, et en fait les chansons on les a pas prises, ils m'ont pris moi. Bon. Mais j'y croyais pas. C'est-à-dire j'ai dit bon, je veux bien vous faire un disque si vous voulez, c'est marrant, ça m'a amusé, je connais pas, mais moi je suis plutôt comédien, je suis acteur, et puis j'ai fait un disque, ça n'a pas marché du tout, ma mère en a acheté 12 évidemment, mais c'est tout ce qu'on a vendu, j'en ai fait un deuxième, ça marchait pas non plus, puis il y a eu un titre qui a commencé à fonctionner, Les Ricains, puis Petit. Que vous aviez écrit pour Alain Delon, ça c'est vrai? Les Ricains, oui. C'est incroyable cette histoire. Oh oui, c'est très long à raconter. Mais... Et après, il a fait Monsieur le Président de France, d'ailleurs. Il a repris une autre, le même genre de... Et puis, le succès arrive. Et vous dites, finalement, avec une chanson complètement à côté. C'est donc les bals populaires, et vous dites, il a fallu que je prenne tout à rebours. Oui. Et je n'y croyais pas du tout, parce qu'on était... dans une époque, on est toujours dans une époque de style. Bon, là, c'est l'électro, je sais pas ce que ça peut être, peu importe. Et à l'époque, c'était un son spécial. Bon, et moi, j'étais
aux antipodes. Puisque j'arrivais avec accordéon, machin, ça me plaisait pas du tout d'ailleurs. Et je disais, oh, je veux pas sortir cette chanson, ça m'emmerde. Et heureusement que les producteurs de l'époque ont insisté, parce que c'est ce qui m'a mis sur le pied à l'étrier. Et comme derrière, il y avait une très bonne chanson qui était La maladie d'amour, ça enquillait sur La maladie d'amour. Ouais. Et là, vous avez raconté dans un livre qui disait, évidemment, maintenant, il n'y a plus rien à dire de plus. Oui, voilà, C'est-à-dire, vous passez de rien à tout. Mais... Vous vivez dans une chambre de bonne, quasiment, et puis ça y est, le succès arrive. Ouais. Et finalement, quasiment, j'habitais à Pigalle, au-dessus du Palais des Jeux, je peux vous dire que c'était pas très confortable, mais j'ai pas eu une mauvaise bohème, comme on dit. Je vivais, bon, comme tous les jeunes qui débutent dans ce métier, on n'a pas de pognon. Et mon père ne voulait pas que je vive à la maison, puisque je voulais être artiste, il fallait que j'en vive. C'était la raideur de mon père. Et donc, je sors de ma chambre de bonne et je me trouve d'un seul coup avec des droits d'auteur à tomber, des concerts partout. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de travailler, de chanter. Il y avait beaucoup plus ça allait des baloches. On faisait 3-4 concerts par jour, plus le cabaret le soir. Ouais. Et alors, on va entendre Les villes de solitude. Après La maladie d'amour, il y a des chansons qui racontent notre époque, qui racontent notre temps. Et vous n'avez pas peur de dire « je ». Vous avez dit dans ce livre que Vline Bugui vous a dit un jour, s'il n'y a pas de refrain dans une chanson, tu dis « je ». Mais le « je », finalement, va être la source de tous les malentendus. Bah oui, mais d'un autre côté, comment dirais-je, c'est plus facile à interpréter quand on dit « je » que « on ». « On », c'est un con, c'est tout le monde, on s'en fout. Tandis que quand j'ai fait le France et que je le fais parler comme un homme, en disant j'étais un bateau gigantesque ou je veux plus qu'on m'appelle France, c'est un secours plus significatif pour les gens, plus fort. Les villes de solitude. Quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'incarnation. L'envie d'éclater une banque, de me crucifier le caissier, d'emporter tout l'or qui me manque et de disparaître en fumée. Mais dans les villes de grande solitude. Le grand Michel Sardou, Les villes de solitude, chanson prémonitoire de ce que l'on vit maintenant dans ces villes. C'était déjà là. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chansons comme ça qui étaient un petit peu en avance. Je ne le faisais pas exprès, je ne suis pas devin et je ne lis pas dans le mar de café. Mais... Et puis qui finalement sont complètement d'actualité. Je me dis, merde, mais j'avais fait une chanson qui n'a pas été un grand succès, mais qui s'appelait On est planté. Et c'était un peu sur la dégringolade d'un homme qui, bon, a son boulot, puis n'a plus son boulot, puis perd sa femme, puis perd ceci, puis perd ça, puis se retrouve dans la rue, quoi. Bon. Et je disais, ça va plus vite que vous croyez. Et je me rends compte aujourd'hui que j'avais pas tort, en fait. Oui. Bon, la chanson n'a pas été très plombée, c'était une chanson très, très lourde à porter, à chanter même. Bon, on l'a retiré du tour de chant parce qu'en fait les gens viennent quand même pour se distraire pendant 2 heures pour oublier leurs emmerdes. Alors je vais pas en rajouter en remettant 1 kilo dessus, mais c'était un peu vrai. Et puis des chansons, Le rire du sergent, même Le rire du sergent, une chanson drôle. Oui. Ça racontait aussi quand même quand vous êtes arrivé à l'armée et qu'on vous a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous êtes artiste et on se marre. On se marre, non seulement on se marre, mais quand vous arriviez à l'armée à mon époque, que vous étiez artiste mais pas connu, c'était immédiatement gonzesse, c'est un métier de gonzesse, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors le mec qui m'a dit ça, évidemment, il a pris mon poing sur la gueule, j'ai fait 6 mois de prison, puis j'ai quand même fini capitaine et maintenant je suis colonel de réserve de l'armée de l'air. Ouais. Parce que quand même, on va dire, vous avez raconté dans ce fameux livre que vous avez eu 2 fois seulement une conversation avec votre père. Une fois, c'était pour lui raconter votre première nuit d'amour. Je sais pas si on peut le dire, parce qu'il faut lire le livre, mais vous pouvez peut-être nous le raconter. Oui, enfin bon. On va passer là-dessus. Oui. Bon. Et puis la deuxième, c'était quand même que vous avez été arrêté à Orly, parce que vous aviez voulu partir à Rio avec un copain. Je faisais déjà de la fuite fiscale sans argent. C'est ça. Je voulais aller monter une boîte de striptease à Rio, c'était mon rêve. Ça, je l'ai pas réalisé, je regrette. Mais vous avez réalisé un rêve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dit dans une interview, je chante pour l'avoine. Ça veut dire quoi, ça? Bah, certes, j'ai des chevaux de course que j'aime beaucoup. Pas beaucoup, je suis un petit éleveur comme la plupart des éleveurs français. C'est-à-dire, j'ai 3 poulinières et puis j'ai quelques chevaux qui
qui sont pas mauvais, qui courent soit à l'obstacle, soit en trot, soit bientôt au plat, là. Et je suis un passionné des chevaux. Je ne suis pas joueur, hein, je ne joue jamais, je ne joue pas au PMU, je suis pas un client du PMU. Mais j'aime mes enfants, quoi. Donc, en ce moment, je chante pour l'avoine. Le prix d'un cheval, encore, ça peut être raisonnable. Quelquefois, c'est des sommes. Bon, mais ça s'adresse à des grandes fortunes. Ça, on oublie, ça ne nous concerne pas. Mais c'est relativement abordable. Mais après, il faut le nourrir. Oui, c'est tous les mois. Et un mauvais cheval bouffe autant qu'un bon. Hein. Alors, pour les nourrir, il y a par exemple une chanson qui s'appelle Les Lacs du Connemara, qu'on entend, qui vous a bien nourri vos chevaux. Oui. Et ça vrai. continue. Et il y a de beaux chevaux, Connemara. Oui. Et c'est une chanson que vous ne vouliez pas chanter. Non, il y en a eu plein qui ont été des succès, vous ne vouliez pas la chanter. 7 minutes 40 d'un mariage irlandais, j'ai dit, on va faire chier tout le monde. Et pas du tout, ça a marché. Et comment ça se naît une chanson? Vous avez dit, je ne suis pas la France, je suis le France, alors on fait une chanson. Bah là, c'est né d'un incident technique. C'est-à-dire, on avait à l'époque des Moog. Et les Moog, c'était des synthétiseurs, mais encore à boutons, très compliqués à manipuler. Il avait pris un coup de chaud, le Moog. Et quand on est arrivé à la maison, qu'on l'a posé sur la table et qu'on a plaqué l'accord, il est sorti un son de cornemuse. Et là-dessus, Revaux, le compositeur, m'a dit bon, attends, faut que je change, je touche à rien. On va faire un truc avec des cornemuses. Et Pierre Delanoë, qui est mon co-auteur dans cette chanson, est parti en ville. Il a été dans une agence de voyage. Il a trouvé un dépliant sur le Connemara. On n'avait jamais été en Irlande. Et on voyait les noms Galway, Limerick, Gork, lac du Connemara. Oh merde! Et on pourrait faire un truc avec ça, c'est un titre magnifique. Et on a fait les lacs comme ça sans avoir jamais mis les pieds sur le lac du Connemara. Est-ce que c'est besoin de l'entendre un tout petit peu quand même, parce que tout le monde a envie de la chanter, hein? Mais que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Quand on a une chanson comme celle-là, Michel, qui est entrée dans la vie des gens, que tout le monde chante, on se dit là, bon sang, vous avez dit plusieurs fois, j'ai fait ce métier presque, je l'ai regardé devant moi, ou quelque chose à part moi, je l'avais pas forcément voulu. Vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça, on va dire que je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie de très bons auteurs, de très bons compositeurs, d'excellents artistes qui m'ont apporté beaucoup. Vous parliez de Vline Mugui tout à l'heure, c'est elle qui m'a appris, qui m'a mis le pied à l'étrier pour écrire. Pierre Delanoë, c'est un plaisir j'en oublie, Lemel, Barbelivien, plein d'autres, Vidalin, tous ces gens-là m'ont apporté la connaissance du métier. Donc vivre avec ces gens-là, se mettre à table comme on est là, mais sans caméra, sans micro, puis discuter, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi on peut parler, de quoi t'as envie, qu'est-ce que t'as lu? Parce que très souvent, ça vient d'un journal, ça vient d'un titre de journal. Je me rappelle d'une chanson qui n'a pas été un grand succès, mais que j'adore, qui s'appelle Le Paraguay n'est plus ce qu'il était. Magnifique, oui. Et moi, j'avais rajouté en dessous du journal, moi non plus. Et c'est ça qui est dans la chanson. Et c'est ça qui est dans la chanson, ouais. Oui. Et c'est vrai que pour la maladie d'amour, elle court. C'était le titre d'un film, s'appelait Elle court, la banlieue. Est-ce que ça a un rapport? Ça n'a pas de rapport, non. Ça n'a pas de rapport. On a mis des semaines et des semaines et des semaines, parce que la musique était tellement parfaite, c'est-à-dire légère, que dès qu'on mettait un mot, quel que soit le mot, ça faisait plonger. Et puis je ne sais plus, entre Yves Desca et moi, qui a eu l'idée de dire Elle court, la maladie d'amour, j'en sais peu importe, parce qu'on travaillait tellement en commun qu'on ne sait plus qui a fait quoi, donc on coupait tout en deux, comme ça on était tranquille. Et là, ça a fonctionné. Mais ça a mis des mois. On mettait des trucs, on essayait de raconter l'histoire immédiatement, c'est pas terrible. Oui. Et le public, on va entendre Salut, qui est la chanson pour le public, parce que c'est le public qui vous a fait. Ça vous empêche pas de dire, je suis un menteur professionnel. Mais bien sûr. Ça veut dire quoi, ça, Michel? C'est ce que disait mon beau-père François Perrier, ma profession menteur. C'est-à-dire, j'ai un masque, je me maquille, je rentre sur scène, je chante des chansons, mais c'est des sketchs pour moi, c'est des petites scènes. Comme quand je rentre au théâtre, je suis un personnage, je bascule, c'est l'expression, dans le personnage. C'est bien sûr que c'est moi.
Mais c'est pas moi non plus. Vous allez pas croire une seconde que je fais ça. Donc quand je rentre en scène, très souvent il y a un malentendu parce que comme il y a je et que c'est moi qui suis sur scène, ils pensent ça. Mais non, on a fait une chanson là-dessus. Bon, mais ça veut pas dire qu'au fond de mon cœur, c'est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Non, on joue des scènes. C'est un mensonge. C'est un très beau métier, menteur professionnel. Il y en a qui mentent professionnellement, qui n'en font pas un métier, qui se croient c'est vrai, très vous pensez à l'actualité, là, oui, non? Oui. Vous pensez à Cahuzac, vous pensez non, pas à Cahuzac, le pauvre, laissons-le. Il a déjà du mal. Enfin, le pauvre, quand je dis le pauvre, c'est sa façon de parler, mais il a déjà du mal. Mais je veux dire, il y a beaucoup de promesses qu'on ne tient pas, beaucoup de mensonges pour gratter ceci, cela. Et puis finalement, nous, au moins, on ment, mais on le dit. Oui. Tu vois, ce que vous voyez là, c'est un mec en smoking et machin, mais qui va rentrer tout à l'heure dans sa chambre et qui aura rien à voir, qui a une vie personnelle qui n'a rien à voir avec ce qu'il pense. Les grands moments que nous avons ne sont pas seulement les chansons, c'est quand le spectacle est fini. Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu, un clin d'œil entre vous et moi. Bien sûr que l'on se reverra. Salut. C'est l'anecdote avec Barbara. Vous racontez une nuit dans une chambre d'hôtel où vous refaites le monde et puis le petit matin, elle vous dit « Michel, j'en ai marre de te voir en noir, je vais aller t'acheter un pull ». Oui, elle c'est m'achetait ça. un pull et puis elle venait dans ma loge me recoudre mes ceintures. Elle me mettait des paillettes, elle me cousait des paillettes bleues sur mes ceintures. Elle me disait « T'es trop en noir ». Venant d'elle, c'était quand même se foutre de la gueule du monde parce qu'elle était entièrement en noir. Mais elle me cousait des paillettes sur ma ceinture noire. Ouais. Et un jour, il y a Maurice Chevalier qui rentre dans votre loge et qui vous dit fais ce métier, sois populaire. Ouais, c'est le dernier spectacle qu'il a vu. Il est mort quelques jours après. Il venait qu'en matinée, il vient à l'Olympia, je ne le connaissais pas moi. Et c'était l'ennemi mortel de mon grand-père. C'était les deux, parce qu'à l'époque, avant la radio, bien avant la télévision, bien avant tout ça, il y avait des vedettes régionales. Bon. Et mon grand-père tenait à peu près l'Afrique du Nord et la moitié du sud de la France. Et Chevalier était au-dessus. Donc, dans les mémoires de Chevalier, d'ailleurs, c'est épouvantable. Il bastonne mon grand-père, qui, soit dit en passant, était un imbécile. Il n'a pas vu venir la radio, il n'a pas vu venir le disque. Bon, ça, passons. Mais donc, quand j'ai vu Chevalier, pour moi, c'était l'ennemi de la famille. Il me voit, il m'embrassait. Il m'a dit, t'as raison d'être populaire. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez dit, en enterrant votre papa, vous avez pensé, en voyant certaines personnes dans l'église, tu es un sacré faux cul. Ouais. Non, mais il y avait de jolies femmes quand même, il y en avait beaucoup. Michel, il y a Je vais t'aimer, il y a des chansons populaires, ces grands moments de vie. Et quand je disais ce sont des grands moments partagés avec le public, où le public a l'impression que c'est ses propres souvenirs qu'il emporte avec lui. Dans vos chansons. Je connais pas le public en fait. Le public pour moi c'est un mystère parce que pourquoi celle-là, pourquoi cette chanson-là, pourquoi ce concert-là plaît plus que l'autre qui est très proche. C'est mystérieux, les chemins qui touchent le cœur du public. C'est mystérieux, une pièce de théâtre par exemple, un rôle qui va l'amuser, qui va le détendre, qui va le crisper parce qu'il va dire mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a été foutu dans ce machin-là? Le public, pour moi, reste toujours un mystère. La seule chose que je dois dire où j'ai été très heureux dans ma vie, c'est que j'ai eu une fidélité du public. Parce que ça fait quand même 45 ans que je chante, et je comprendrais tout à fait qu'aujourd'hui, on dise bon, ça va, le vieux, il est gentil, mais bon, il s'occupe de ses chevaux. Ce serait normal. Et ils sont encore là. Oui. Ça, c'est un cadeau que peu d'artistes ont finalement dans leur vie. Parce qu'en plus, vous, il paraît que vous êtes dit dès le départ, c'est accidentel, ça ne durera pas. Oui, vous disiez ça tout le temps. À chaque fois, je me dis que le prochain disque, c'est le dernier. Moi, même encore aujourd'hui. Hein. Oui, c'est pas. Mais pourquoi? Parce que je suis comme ça. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
J'ai envie quand même de vous parler de ça, parce que c'était trop drôle. Je veux dire, le petit gamin qui élevait des grenouilles, qui faisait ce petit fromage, c'est ça, c'était vous dans votre enfance, qui s'emmerdait dans sa province, finalement, c'est ça. Vous dites, j'ai trompé l'ennui, finalement, dans ma vie. Ouais. Je me suis marié 3 fois, j'ai trompé l'ennui. C'est vrai? Oui, peut-être. Peut-être. Je te dis, je me suis emmerdé 2 fois sur mes mariages, mais bon, pas au début, mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais j'ai toujours, comment dirais-je, j'ai toujours eu un désir de défi. Pour moi, la vie vaut la peine d'être vécue quand on relève des défis, pas des grands, on va pas, mais se donner un challenge, se dire tiens, là mon challenge, on va parler de mes chevaux. Bon, bah, mon challenge, c'est si je pouvais gagner un derby, si je pouvais gagner un prix, ça ferait plaisir. Je parle pas d'argent, hein, parce que alors, les chevaux on gagne vraiment pas. Mais si demain je peux jouer une bonne pièce d'un bon auteur et que ça marche et qu'on voit que derrière le chanteur il y a autre chose. Il y a un autre travail de fait aussi, c'est un défi. Bon, voilà ce que j'aime. J'ai été pilote d'avion par défi. Parce que ça m'amusait d'être seul au monde là-haut. J'aime relever ça. Et puis, parfois, vous avez perdu beaucoup d'argent dans tout ça. Oui. Ben, c'est que... Oui, mais... Mais même acheter un théâtre. Alors vous qui avez commencé, vous avez commencé directeur de théâtre de votre collège. Et puis ça m'a donné un plaisir immense. Au Peulière, un homme comme... Philippe Noiret, paix à son âme, s'est levé, alors qu'il ne me connaissait pas personnellement, m'a pris dans ses bras, m'a dit mais comment peux-tu mettre ton fric que tu as eu si de mal à gagner dans ce putain de théâtre où tu vas tout perdre? Bravo, il m'a dit. Eh ben ça va, j'ai été remboursé. Remboursé, c'est vrai qu'on a perdu de l'argent, mais d'un autre côté, on s'est fait plaisir aussi. Je vais vous dire la vérité, là je mens pas. Je ne fais pas profession monteur. L'argent n'est pas mon moteur principal. Le moteur principal, c'est le plaisir. Ouais. Voilà. Il faut que je voulais un théâtre, j'ai eu. Ouais. C'est une connerie, tout le monde me l'a dit, je l'ai fait quand même. Tant pis pour moi. J'ai payé. Voilà. Je ne dois plus rien à personne. J'ai payé, j'ai perdu. Il a fallu que j'aille ramer derrière après pour rattraper le courant, mais ça va. Et toujours prendre le public à contre-pied, l'amener ailleurs. C'est voilà. Ça aussi. Voilà, c'est fait que vos spectacles sont toujours différents. Mais si vous ne faites pas des expériences ratées, vous ne pourrez jamais emmener le public nulle part. Vous pouvez emmener le public nulle part que si vous avez une vie, où vous avez été ailleurs. Si vous êtes là, tranquille, à attendre, à pas prendre de risques, à être prudent, à dire, je bouge pas trop, je prends pas de risques, que ce soit dans la façon de parler, dans la façon d'être, dans la façon de réagir, vous emmènerez jamais le public nulle part, ça n'existe pas. Et votre mère, elle vous dira toujours « Souris, Michel !» Ah oui, je sais. Vous qui détestez les photos, souris. Je ne suis pas mannequin, maman. Merci Michel Sardou. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand bonheur de dire que la tournée continue. On va vous voir à l'Olympia pendant plusieurs jours. Au mois de juin, vous allez être au Liban. Vous continuez une tournée avec les grands moments numéro 2, avec encore 10 chansons en plus par rapport à la première tournée qui est un triomphe. D'autres chansons encore, vous allez chercher, vous les choisissez comment ces chansons? On va les chercher là parce que on a très peu de jours malheureusement pour répéter, on a que 5 jours. Donc on est en train de faire le tri, on est en train de mettre ça au point. Je peux pas trop vous dire. Et il y en aura au moins une dizaine de plus différentes que sur la version numéro 1. Merci Michel Sardou. On voulait vraiment vous dire qu'on était très heureux de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau et vous remercier pour tout ce que vous donnez au public. C'est moi et je vous remercie pour votre accueil. Vous êtes très chaleureux. Merci Michel. Merci.